Tour de France en santé, aujourd'hui c'est Strasbourg, on va voir le maillot jaune de l'interventionnel. C'est parti. On continue notre Tour de France en santé, on est à Strasbourg. Strasbourg, c'est un peu le temple de l'IRM pour l'interventionnel, mais c'est aussi un partenariat très spécial entre l'université, Siemens et l'hôpital. Alors le partenariat, il a commencé en 2007 avec le dépôt d'un projet de contrat-plan État-région avec la région Grand Est, qui a permis l'acquisition d'une première machine 1.5 Tesla. Ensuite, le partenariat a tellement bien fonctionné entre l'Université de Strasbourg, les hôpitaux universitaires et Siemens que l'hôpital a renouvelé cette IRM 2 fois. Donc c'est la 3e IRM 1,5 Tesla qui est ici pour l'interventionnel à Strasbourg. On peut donner brièvement quelques exemples de ce qu'a amené ce partenariat. Disons que pour commencer, on a commencé déjà d'emblée par faire des biopsies et surtout, on était le premier centre en Europe de faire de la cryothérapie IRM directement. Comme on sait, l'IRM a une excellente résolution en contraste, donc on voit les tumeurs sans méthode, beaucoup mieux visible pour les parties molles, pour le rein, pour tout ce qui est des tissus riches en liquide. Donc on a commencé à faire les premières ablations en IRM. Ça, c'était la révolution, les cryothérapies de la prostate, première mondiale. Strasbourg, les cryothérapies rénales en IRM systématique, premier en Strasbourg, et maintenant c'est du standard. Et aujourd'hui, c'est la routine. Au niveau recherche, alors le partenariat, il nous apporte d'avoir accès à des logiciels prototypes avant leur commercialisation, soit en prêt, soit pour des essais, et on va faire nos retours d'expérience sur ces logiciels. On a aussi bénéficié d'une antenne en prototype spécifiquement pour l'interventionnel, donc une antenne ouverte par laquelle les instruments peuvent être insérés à travers la peau dans le patient, comme une aiguille. Et puis d'un point de vue recherche, nous on fait du développement de séquences IRM et on travaille sur la thermométrie IRM, donc pour suivre comment les tissus sont chauffés pendant les ablations et déterminer si oui ou non on a atteint le point thérapeutique. Mais on s'intéresse également aux modifications des propriétés mécaniques, comme le fait que les tissus se rigidifient quand ils vont être réchauffés. Et ça, c'est un autre biomarqueur sur lequel on travaille en parallèle de la thermométrie. Et également, on travaille dans le laboratoire ECUBE sur des systèmes robotiques d'assistance aux procédures, donc pour venir positionner les instruments au bon endroit sur la peau du patient, mais aussi les faire avancer, donc quand il s'agit d'aiguilles. Et puis pour les ultrasons thérapeutiques, qui est un sujet sur lequel on est aussi très actif, on va venir positionner les sondes ultrasonores au bon endroit pour que la thérapie ait lieu. Et puis ensuite, on travaille sur leur déplacement automatique pour continuer la thérapie au fur et à mesure du temps. donc c'est un partenariat de longue date qui fonctionne et qui continue puisque le partenariat s'est étendu avec une IRM 0,55. En effet, quand on a vu la disponibilité de l'IRM à 0,55, on a sauté sur l'occasion parce que le champ magnétique plus bas, c'est une possibilité d'avoir des artefacts, des instruments plus faibles dans les images, mais aussi d'avoir accès plus facilement aux patients. Et ça, pour les médecins, c'est important. Voilà, absolument. Un diamètre de 80 cm, c'est comme un scanner. Ça permet un accès avec moins d'artefacts et surtout une IRM qui a quand même un coût d'installation et d'utilisation beaucoup moindre que ce qui est derrière vous, là. C'est ce que j'allais dire. Comment on transforme une IRM presque fait pour le côté accessible en une IRM de choix pour l'interventionnel? Disons que l'installation pour nous, c'était plus facile. Et surtout, il faut l'installer dans un bloc opératoire comme ici. C'était ça l'intérêt. Et maintenant, le challenge, c'est de l'équiper des machines thérapeutiques, d'ultrasons focalisés, hyper focalisés et de la cryothérapie. À partir du moment où on a ça, on pourra vraiment transférer une grande partie des activités qui sont faites dans une IRM plus cher comme celui-là, là-bas, et garder ici que les trucs très spécifiques, les plus pointus, où il faut vraiment, par exemple, ouvrir le patient ou autre ici. Mais beaucoup de l'activité doit être là-bas. Ce qui fait que la recherche, aujourd'hui, s'intéresse à démocratiser ce IRM, prouver
c'est ce qui est intéressé par Siemens et tous les autres industriels qui gravitent autour, de prouver que cet IRM est capable de faire une grande partie des interventions là-bas, donc démocratique et installable partout ailleurs. C'est fort de l'expérience à 1,5 Tesla que l'on peut se permettre d'envisager d'utiliser le 0,55. On ne part pas de zéro, parce que pour l'instant, ce n'est pas une machine qui est faite pour ça. C'est tout le travail qu'on va mener ici. Et donc, on l'a équipé un peu comme cette salle. Il y a un grand écran pour pouvoir visualiser les images pendant les interventions. On est en train de prendre les bonnes antennes qui vont nous permettre de travailler, les antennes ouvertes dont je parlais tout à l'heure. Toute l'équipe est très familière des logiciels en temps réel qui permettent de guider les procédures. Donc, c'est grâce à cette expérience qu'on va pouvoir mettre en place les protocoles de travail à 0,55. L'un des gros problèmes de l'IRM, c'est son accessibilité, mais c'est aussi son coût / sa rentabilité. Le fait d'avoir une 0,55 qui coûte déjà moins cher à l'achat et moins cher à faire fonctionner, est-ce que ça pourrait amener vers une démocratisation de l'IRM pour l'interventionnel? C'est exactement le but. C'est comme le scanner dans les années 90. Les gens qui avaient le scanner interventionnel comme Strasbourg d'emblée étaient très rares. Les gens disaient c'est trop coûteux, on n'a pas assez. Aujourd'hui, la majorité des grands centres qui font de l'intervention ont leur propre scanner. Ça a mis du temps. Ça doit être pareil avec l'IRM. N'oublions quand même pas plusieurs choses. Pour le patient, il n'y a pas d'irradiation. Pour moi, il n'y a pas d'irradiation. Les vaisseaux sont visibles spontanément. Le sang peut être vu en blanc. Les tumeurs sont mieux visibles. Donc, je pense que les avantages sont énormes. Sauf que la réputation de l'IRM jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile et c'est cher. C'est justement la réponse. Une IRM bas champ, avec une tunnel large, moins cher, accessible à tous. Donc, vous voyez, on est en train de répondre au cahier des charges. Et Siemens veut que nous prouvions que ce qu'on sait faire ici, notre expérience de 15 ans, on peut le transférer sur une autre IRM. Et on va également travailler sur le fait de rendre les procédures moins opérateurs dépendants. C'est là où l'apport de la robotique est fondamental, c'est-à-dire que ça va permettre de systématiser les gestes de travail, voilà, de les standardiser tout à fait, pour que le plus grand nombre de centres puissent développer ce savoir-faire. Et le mettre à disposition des patients. N'oublions pas, en finalité, c'est toujours le patient. Et c'est quand même pas normal que ça soit disponible que dans certains centres experts et privilégiés, si vous voulez, que les hôpitaux et les universités nous ont permis de faire ça. Il faudrait, pour que quelque chose soit attractif, disponibilité partout. On ne peut pas manger le soupe à l'oignon que dans deux restaurants en France. Il faudrait que ça soit disponible à tous. Fort de cette expérience avec l'1,5 Tesla, est-ce que on peut s'attendre aussi à une amélioration des images en 0,55 avec par exemple des logiciels d'IA ou même prendre ce qu'on a appris sur des plus hauts champs pour l'appliquer à ce très bas champ? Oui, le savoir-faire que l'on a sur comment bien positionner les antennes, les choisir, ça c'est déjà un premier savoir-faire juste sur le matériel. Ensuite, Siemens propose déjà de l'IA pour débruiter les images et améliorer leur résolution temporelle et spatiale. On a commencé les tests sur ça. Alors pour l'instant, on est un peu dans l'expectative. On continue à reconstruire les images avec et sans pour être sûr que c'est bien fiable. Surtout que c'est pas des images diagnostiques sur lesquelles on travaille. C'est pas les images sur lesquelles l'IA a été entraînée. Ce sont des images avec des instruments. Mais les premiers retours sont assez positifs. Donc je pense qu'on va finir par lui faire confiance à cette IA et se reposer dessus. Mais en tout cas, ça contribue énormément à ce que les images soient plus esthétiques et donc à moins fatiguer l'œil, à faciliter le geste au final. Et ça, c'est important parce que, on le sait tous, en IRM, le champ magnétique, c'est un facteur psychologique. 0,55, ça paraît très faible aux radiologues qui font du diagnostic. Il faut rompre cette barrière-là, casser cette barrière-là, cet a priori, en montrant que les images sont de qualité avec des temps d'acquisition relativement raisonnables. Bon, donc casser les idées reçues et se battre pour la soupe à l'oignon. On continue ce tour de France en santé, aujourd'hui avec une IRM en extérieur, c'est parti pour Ganges. On est aujourd'hui à Ganges et on est dehors devant une IRM. Pourquoi elle est dehors cette IRM? Donc l'IRM a été installée en dehors du service car on devait répondre à des contraintes architecturales. Il s'agit d'une clinique petite qui commence à être vieillissante, avec un service de radiologie assez petit également. Et donc on a dû l'installer dehors pour ces raisons-là. Et alors, pourquoi mettre une IRM dehors et surtout à Ganges? Alors,
L'IRM à Ganges était une nécessité de santé publique, hein. Auparavant, les patients devaient aller jusqu'à Montpellier, donc c'est à peu près à 45 km d'ici, pour avoir leur imagerie. Ça répondait aussi à des attentes de la clinique pour les patients hospitalisés et pour les patients des urgences, qui nécessitaient également un transport médicalisé avant ça pour passer leur examen. Donc il y a une vraie volonté de continuité des soins sur le territoire. Cette IRM, elle est présente ici depuis novembre, c'est ça? C'est ça, elle a été installée en novembre et on monte doucement en puissance concernant le nombre d'examens. C'est-à-dire on est à peu près à combien de patients par semaine? Donc là, on fait à peu près une trentaine de patients par jour. Le fait d'être dehors dans une structure un peu temporaire, ça amène d'autres challenges. Oui, voilà, donc ce bâtiment est un bâtiment initialement temporaire avec un espace assez réduit, et donc on a dû adapter l'IRM à ces contraintes-là. Donc c'est pour ça que nous avons choisi entre autres cette IRM Siemens. On va voir à l'intérieur pour voir comment c'est fait? Voilà. Derrière vous, il y a l'IRM. Alors, on va la présenter un petit peu. Déjà, c'est combien de T cette IRM? C'est une IRM 1,5 T, donc 1,5 Tesla. C'est la Flow Ace Dry Cool de Siemens. Et il y a 0,7 litres d'hélium pour la refroidir. Alors, pourquoi une 1.5 et pourquoi une low hélium? Alors, une 1.5 parce que c'est ce qui permet de faire tout ce qui est examen classique, on va dire. Ce qui est le principe de cette IRM ici, une IRM locale, un peu rurale, pour faire tous les examens de débrouillage. Et 0,7 points d'hélium parce que c'était la raison technique, la contrainte technique de ce petit espace. Et donc on a une IRM qui est plus petite avec moins de systèmes de refroidissement nécessaires. Vous l'avez dit, c'est une IRM rurale, territoriale, c'était pour répondre à un besoin. Et chaque centimètre carré compte. Là on le voit, c'est optimisé vraiment de partout. Tout à fait, l'espace est très bien optimisé. On a largement le nécessaire pour faire les activités classiques, on peut dire. On a quand même quelques petites contraintes techniques, qui est la taille de l'IRM, qui est un peu plus étroite que d'autres centres, mais ce n'est pas un problème pour les patients, qui pour la majorité n'ont pas de soucis. En ce qui concerne notre espace de travail, il est optimisé, et on s'y sent à l'aise, il n'y a pas de problème. Pour une équipe de 2 manipulateurs radio, il n'y a pas de souci. C'est une activité qui est assez récente, il a fallu constituer une équipe autour de cette IRM. Comment ça s'est passé? Ici, l'activité est particulière dans le sens où on est multidisciplinaire. Chaque manip radio peut faire plusieurs postes dans la même journée. Donc on se retrouve parfois une après-midi ou une matinée sur l'IRM. Et là, on est content d'avoir, grâce à l'IA, des outils qui nous permettent de faciliter justement la prise en main. Et ça a été vraiment un intérêt, nous, depuis début novembre que nous avons l'IRM, d'avoir accès à ces outils-là pour être efficace et avoir une qualité d'image tout à fait satisfaisante. Le fait d'avoir des manipulateurs multimodalités, c'est aussi peut-être plus facile pour faire face à la pénurie de manip qu'on a en ce moment. C'est vrai qu'on a été quelques fois en pénurie de manip, bien qu'on s'en soit quand même assez bien sorti grâce à l'organisation. Et justement, cette flexibilité et cette adaptation nécessaire au niveau des manips a été bien aidée et était nécessaire pour nous, est un point positif, bien réussi et bien mis en place à Ganges. Vous êtes combien à travailler sur l'IRM chaque jour? Chaque jour, nous sommes 2 manips radio, divisés du coup en un matin, un après-midi, et en plus nous avons un ASIM pour nous aider. Le mot d'ordre de cette IRM, ça a vraiment été l'optimisation, d'abord par l'optimisation de l'espace. Il fallait d'abord répondre effectivement à des obligations architecturales, donc il fallait qu'on ait une IRM qui prenne peu de place, et donc c'est effectivement pour cela que nous avons décidé d'installer cette IRM. Il y a aussi une optimisation du flux patient avec l'IA et les manipulateurs multimodaux. Donc exactement, nous avions initialement une équipe manipulatrice assez jeune et relativement peu expérimentée. Donc toutes ces solutions IA ont permis de fluidifier le flux patient et d'aider les manipulateurs dans leur travail. Et il y avait aussi une optimisation économique. Notamment avec cette solution faible en hélium, une solution finalement économique et écologique également. C'est un exemple à suivre pour d'autres bassins de population. Donc c'est une IRM territoriale qui répond à un besoin local de santé publique.